Yambo, ça va? Je t'appelle parce que je suis un peu tracassée par quelque chose. Je me pose beaucoup de questions. Ces derniers temps, on entend beaucoup sur les forums ou même à la télé, hein, parce que j'ai entendu un monsieur, un journaliste là, Jean-Marie Kassamba. Ils sont tous en train de se poser la question sur le leadership katangais. Donc, lui, quand je l'entends, il demande, il se pose la question, c'est quels sont les prochains, qui est le prochain leader katangais ou quelles sont les prochaines personnes qui pourront leader les katangais, quoi. Mais sur les forums, tu entends aussi, les forums katangais évidemment, tu entends aussi les katangais qui attendent un leader. Donc, finalement, c'est comment ça m'énerve de voir que les gens sont en train d'attendre comme ça. Et explique-moi un peu comment on peut faire ça. C'est quoi d'abord la problématique, si tu peux comprendre, et comment on peut faire ça. Comment on peut trouver un leader. C'est quoi? Explique un peu. C'est une bonne question et la problématique demande qu'on y réfléchisse en profondeur. Qu'est-ce que les Katangais recherchent? Si on allait dans le contexte de la Bible, est-ce que les Katangais seraient en train de chercher un patriarche comme Noé ou Abraham, ou encore un libérateur comme Moïse, ou les Katangais sont en train de chercher un leader comme les juges, Salomon, Gédéon ou Jephthé? Les Katangais sont-ils en train de chercher aussi un roi comme David, Salomon, Josias? Qu'est-ce que les Katangais recherchent? Toujours dans la Bible, on a eu les magiciens comme les prophètes, comme les prophètes. Il y a le prophète Élie, le prophète Daniel et tous les autres prophètes qui ont accompagné les rois. Qu'est-ce que les Katangais sont en train de chercher? C'est une question pertinente. En fait, mais si on venait dans le contexte actuel, on a eu des grandes personnalités dans le monde comme Saddam Hussein, Kadhafi, Nelson Mandela en Afrique. Il y en a eu aussi en Europe. Hein. Tout le temps, il y a eu des grands hommes, mais ils sont passés. Et même au Katanga, on a eu des grandes personnalités. On a eu la génération de nos pères, Godefroy Munongo, Tchombe, Moutaka et bien d'autres. Il y en a encore maintenant là. Il y a des grandes personnalités. Mais dans tout ça, qu'est-ce que les Katangais sont en train de rechercher? Quelqu'un pour faire quoi? Ben justement, c'est ça la question que je te pose. Parce que cette histoire de leadership katangais semble intéresser les Congolais, même les Katangais eux-mêmes, tu vois. Donc, qu'est-ce que, d'après toi, pourquoi les Congolais s'intéressent tant à la problématique du leadership katangais? Et effectivement, je pense qu'il faut trouver la réponse. Je ne sais pas si c'est en discutant avec des Katangais, essayer de comprendre, ils attendent quoi? Ils attendent un père, ils attendent un Mfumu, ils attendent un Mungu, ils attendent quoi? C'est quoi un leader? Le leadership katangais là qu'on est en train de se casser la tête à chercher. Moi, ça m'intrigue vraiment. Ça m'intrigue parce que je suis perdu avec ça. Ce qu'il faut avouer est que les Katangais sont dominés chez eux. Depuis la guerre contre les forces onusiennes entre 1961 et 1964, où on a vu les forces onusiennes venir suréquipées, surentraînées, c'est des commandos qui venaient de 33 pays différents, qui sont venus affronter une population qui à peine découvrait la guerre moderne. Donc les Katangais ont été écrasés et depuis lors, ils ont perdu toute souveraineté sur leur terre. Et depuis lors, les Katangais sont dominés. Ils insistent impuissamment devant une situation de pillage, d'expropriation, de domination même, de terrorisme étatique du gouvernement de Kinshasa.
Et donc, les Katangais n'arrivent pas à réagir à ça. Ils sont pratiquement résignés dans cette situation et ils ont accepté de rester comme ça. Jusque-là, ils n'ont pas encore réagi et donc ils sont dominés. Mais bon, petit à petit, on entend les voix se lever pour essayer de protester, mais ce n'est pas encore assez. Qu'est-ce que les Katangais doivent faire pour se libérer de cette domination? Donc, c'est ça la problématique. Et moi, je connais un principe qui dit que les préjugés et l'ignorance font le lit de la domination. Donc, c'est dans ce sens-là que je voudrais qu'on oriente notre discussion. Attends, là, j'ai une petite difficulté. Donc, si je comprends bien, tu dis que le Katangais est dominé chez lui au Katanga, dans le Congo. Et il est dominé par qui? Parce que bon, c'est vrai qu'il y a Kukoy Mambo, il y a Katangais Kassayen qu'on entend. Bon, c'est vrai que c'est un exode incroyable hein, de la communauté kassayenne dans le Katanga. Mais bon, les Kassayens, ils vont un peu partout. Mais quand tu dis que les Katangais sont dominés chez eux, c'est quand même fort, ça. Donc, à partir de ce moment-là, donc le peuple katangais est perdu alors. Donc, je comprends alors cette idée d'avoir un leader. D'avoir un leader ou d'avoir un leadership. Parce que bon, un leader, c'est un individu. Un leadership, c'est une idée, c'est une intelligence. Je ne sais pas, éclaire-moi un peu là-dessus. C'est simple. Il y a occupation, il y a domination, il y a même colonisation lorsque la souveraineté d'une contrée s'étend sur une autre contrée. Nous ne devons pas oublier qu'en 60, nous étions en guerre. Le Congo et le Katanga s'affrontaient. Et aujourd'hui, le drapeau congolais flotte sur le Katanga. Aujourd'hui, le territoire katangais a été annexé au Congo. Et ce qui est plus grave est que nos impôts vont à Kinshasa. Tu évoques, je dirais, l'émigration des Kassayens vers le Katanga. Bon, là, c'est une autre parenthèse. Le Kasaï est en crise. Ils sont à la recherche d'une solution. Malheureusement, ils pensent que le Katanga, voilà, c'est leur solution. Mais c'est mal réfléchir. Parce que lorsqu'un peuple abandonne ses terres et qu'on commence à aller envahir ou s'accrocher aux solutions des autres, c'est pas du tout ça la vraie solution, parce qu'ils seront toujours rattrapés. Je crois que les Kassayens devraient revenir à la raison, essayer de trouver une intelligence pour trouver des solutions pour développer et résoudre leurs crises chez eux. En fait, il y a une crise au Kasaï, il faut l'avouer, moi je le dis, il y a une crise au Kasaï qui doit être résolue au Kasaï. Donc le problème du Kasaï ne doit pas être combiné au problème du Katanga. Le Katanga a besoin de retrouver sa souveraineté. Et les Kasaï, ils ont un problème de développer chez eux, de rendre leur contrée plus viable, plus développée et assurer le bien-être à leur population. Donc je crois que là, nous risquons de nous égarer. Revenons à notre débat. Les Katangais sont dominés. Les Katangais ont perdu leur souveraineté. Les Katangais ne sont pas libres, ils sont sous occupation. Ils ne peuvent pas décider de quoi que ce soit chez eux. Et comme je l'ai toujours dit, ils sont dans un statut politique d'occupation. Voilà. Ok. Alors, si par exemple, je viens te dire, en tant que Katangais, est-ce que tu as une solution? Comment on peut faire pour récupérer pour récupérer notre souveraineté? Est-ce que ça doit passer par un leader ou par un leadership? Parce que je crois que
à la question, là, tu n'as pas répondu. Parfait. Revenons à notre débat. En 1960, lorsque les populations africaines réclamaient leur indépendance, l'entendement qu'il y avait au niveau international était que ces populations étaient émancipées, c'est-à-dire qu'elles avaient acquis les connaissances nécessaires pour leur organisation, pour leur auto-gouvernance, pour les fonctionnements de leurs États. Donc là, il est question d'émancipation. La question qu'on va se poser là maintenant, est-ce que les Katangais sont-ils émancipés? Est-ce qu'ils ont assez de connaissances pour résoudre leurs problèmes? Et c'est une question générale pour toute l'Afrique. Nous entendons des plaintes ça et là. Voilà, il y a des pays qui dépendent encore d'une monnaie française. Il y a beaucoup de peuples qui veulent se libérer. Il y en a qui chassent les Français de leur territoire. Donc, est-ce que tous les peuples africains sont émancipés? Il faut pouvoir le démontrer. Nous voyons la crise de l'Est. On se plaint que le Rwanda est en train d'envahir la RDC et la RDC se plaint sur ou contre toutes les puissances du monde. Est-ce que les Congolais sont suffisamment émancipés? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont assez de savoir, assez de compétences, d'instruction pour résoudre leur crise par eux-mêmes? Moi, quand j'assiste, je regarde la guerre de l'Est, je me dis, le Rwanda a mis en place une intelligence pendant 20 ans, et ça marchait, pour faire ce qu'elle fait là. Prendre les richesses du Congo. Et mêmement, le Congo a mis en place une intelligence pour écraser le Katanga. Bien sûr, il y a eu un complot international, mais les Congolais ont su profiter de tout ça. Ils se sont mis du bon côté. Dans les négociations qui opposaient Moïse Tshombe et Adoula, Adoula a joué la meilleure carte et la grande puissance de l'époque, les États-Unis, leur était favorable. Donc leur intelligence était plutôt payante que la nôtre. Alors aujourd'hui, il nous faut trouver une intelligence pour renverser la tendance. Mais entre-temps, tu as dit que vous entendez ou tu entends les Congolais nous surveillent, notamment Jean-Marie Kassamba. Ils surveillent le Katanga. Ils craignent que les Katangais se réveillent, qu'ils mettent en place une nouvelle intelligence qui va renverser la tendance. Et ils ne pourraient plus continuer à dominer le Katanga. Ils ne profiteraient plus de nos impôts et de toutes nos richesses qu'ils prennent, qu'ils ne pourront plus exercer leur pouvoir abusif sur le peuple katangais comme d'habitude. Donc ici, maintenant, c'est est-ce que les Katangais ont assez de savoir, de compétences, assez d'intelligence? Est-ce qu'ils ont mis en place une intelligence pour renverser la tendance? Vous voyez, au Congo, souvent on dit Mokonzi Alobi. Donc on est toujours derrière l'idée de... le leadership, c'est un individu. Mais ici, nous voulons que les choses changent. Du moins pour notre Katanga, nous voulons mettre en place une intelligence de façon que les hommes peuvent passer, mais le Katanga restera fort. Et l'idéal du Katanga doit changer. On doit cesser de réfléchir en fonction des hommes. On doit réfléchir en fonction d'une intelligence. La Chine est en train de démontrer, elle a mis en place une intelligence sans recourir à la force. Elle est passée au-dessus de beaucoup de puissances. Aux États-Unis, une grande puissance mondiale, les dirigeants se succèdent, mais les États-Unis ne tombent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une intelligence. Donc aujourd'hui, au Katanga, on a besoin de mettre en place une intelligence adéquate qui nous permettra de renverser la tendance. C'est ce qu'il nous faut. Bon, ça se complique un peu avec cette histoire des Nations Unies. Donc, c'est la période où le Katanga a fait sécession, il a pris son indépendance, les Nations Unies sont venues se battre. Pourquoi est-ce que les Nations Unies ont remis le Katanga au Congo? Parce qu'il y a une période à ma indépendance et les peuples pouvaient s'émanciper. Donc tout peuple a droit, et je crois que c'est encore valable aujourd'hui, tout peuple a droit à son autodétermination. Dieu a nini Nations Unies barikuya kutukombanisha baturudishe kunani.
au Congo. Quand tu le crois un pays, si le Katanga était un pays, ça veut dire que ça avait été accordé. Il doit y avoir des règles pour devenir un pays. Bon, il y a ça. Et comment faire? Je reviens à ma question. Comment faire pour mettre cette intelligence-là en place? Parce que bon, pendant que nous sommes en train de discuter, là, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent. Donc, les Congolais, si je peux dire ça comme ça, puisqu'ils nous appellent les Katangais, alors appelons-les les Congolais. Les Congolais nous surveillent. Donc, comment arriver à mettre cette intelligence en place pour pouvoir s'émanciper? Est-ce que s'émanciper signifie absolument refaire sécession, par exemple? Ou bien il y a moyen de rester un pays ensemble et pouvoir quand même récupérer notre autonomie tout en restant avec les autres. Je ne sais pas si ma question, si c'est un peu clair ou si c'est bizarre, mais bon, réponds seulement et comme j'ai autre chose à dire, j'éclaircirai si c'est pas bien compris. Je réponds à la première question. Le contexte de la politique internationale vers les années 60 était principalement caractérisé par la guerre froide. Et M. Cyril Adoula, qui avait fait ses études en Europe à cette époque-là, maîtrisait bien les rapports de force entre les puissances. Et il s'était précipité vers les États-Unis pendant que les Katangais traînaient encore avec les Belges. Ce qui fait que il a eu une grande avance sur nous et sur le Katanga et voilà, nous avons perdu la bataille. Mais le contexte a changé aujourd'hui, donc voilà, le Katanga a beaucoup plus de chance. Je dois souligner aussi que les Nations Unies étaient à leur toute première expérience d'intervenir dans un État, ils ont recouru à la force et ils ont commis beaucoup d'erreurs et ils doivent réparation au peuple katangais. Ils le reconnaissent. Ils le reconnaissent. L'opération Mortor, qui a été l'opération militaire menée au Katanga, a été très controversée. Donc, que les gens ne s'imaginent pas que les Onusiens viendront encore à nouveau faire la guerre contre les Katangais. Bon, sinon, à l'Est, on aurait déjà vu comment ils allaient défendre une des parties. Mais vous voyez qu'ils se montrent neutres dans toutes leurs interventions. Donc, le contexte a beaucoup changé et nous avons beaucoup de chance. Quant à la deuxième question, comment faire pour mettre en place cette intelligence? Bon, je suis chrétien, je m'inspire du modèle de mon guide qui est Jésus-Christ. Il avait un principe simple. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier tous ces problèmes-là. Ça, au niveau de notre organisation AFPK, nous avons déjà beaucoup avancé. Et nous sommes en train de préparer une intelligence que nous allons proposer aux Katangais. Comme la Bible le dit, il faut le renouvellement de l'intelligence. Et nous nous préparons à proposer un programme avec les pionniers de l'intelligence qui vont venir avec des nouvelles notions qui vont amener le Katanga à avoir plus de capacité à s'autogouverner. Donc on va travailler sur un programme d'augmentation des capacités des gouvernants katangais. Nous allons faire l'émergence d'une nouvelle classe politique avec des nouveaux principes, des nouvelles consignes, avec des nouvelles instructions. Et ça, bon, je ne pourrais pas y aller en détail, mais voilà. Ça, c'est la vision AFPK. Et à ce moment-là, les Katangais, bon, seront libérés par eux-mêmes. Du coup, il y aurait moyen alors qu'on puisse compter sur quelqu'un. Donc, par exemple, quand je regarde dans d'autres pays, il y a Poutine qui incarne l'idéal russe pour le moment. Donc, il a son pays sur ses épaules et voilà, il les porte. On a eu Kadhafi par le passé. Il y a le président chinois, il y a le président nord-coréen et actuellement, il y a par exemple le président burkinabé.
tu vois, tout un peuple qui est derrière un homme. Donc, tu penses que pour nous, au Katanga, ça peut être possible aussi d'avoir une personne comme ça qui existe peut-être déjà, je ne sais pas, parce que bon, on ne sait jamais, hein, les mystères de Dieu sont insondables, qui existe peut-être déjà et qui pourra incarner cet idéal-là pour le peuple katangais, pour, euh, pour, euh, pour qu'on arrive à s'exprimer, quoi. Madame, ce que moi je sais est que aucun homme ne doit être indispensable à sa communauté. Parce que les hommes passent. Si un homme devient indispensable le jour qu'il n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? La société s'écroule? Nous, chez FPK, on a un principe. On est tous rangés derrière une idéologie. Et une idéologie, c'est une intelligence. L'homme passe, l'intelligence reste, c'est une connaissance. Elle est transmissible de génération en génération. Mais l'homme part. Je prends un exemple simple. En 60, nous sommes en train de nous battre contre les Belges. C'était pratiquement eux qui exerçaient un leadership à peine qu'on venait de prendre notre indépendance. Mais lorsque la guerre a commencé, après le vote de la résolution 161, le 21 février 1961, après la mort de Lumumba, dans la dite résolution, il était décidé que tous les expatriés devaient quitter le Katanga. Comment se sont comportés nos guides, nos leaders de cette époque-là, les Belges? Ils ont pris leur avion de Lubumbashi, Elisabethville, ici à l'aéroport de la Loano. Ils sont allés à Kinshasa, ils ont enfilé les uniformes des Nations Unies. Ils sont revenus nous combattre et ils ont dévoilé toutes nos positions, tous les secrets et on a perdu la guerre. Voilà l'homme. Voilà quand on se confie en l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Même les mercenaires ont fait la même chose. On les a vus, ils étaient avec nous et puis on les a vus servir Mobutu. Ou si on prend nos leaders traditionnels qu'on a eu au Katanga en 60 années, on a vu comment presque tous se sont fait corrompre. Tous se sont fait corrompre. Qui a échappé à ça? Tous ont servi l'État congolais, pendant que chez nous, on manquait de tout. Dites-moi, qui a présenté un programme pour le développement du Katanga? Ils nous ont tous oubliés, puisque eux, ils mangeaient avec les autres là-bas. On ne va pas refaire cette expérience. Et certains qui sont restés avec nous ici à Lubumbashi, bon, je ne vais pas rappeler des tristes souvenirs, les assassinats, ils ont été impliqués dans les assassinats, dans beaucoup de mauvaises choses. Ils ont détruit les familles des gens, ils convoitent les femmes des autres parce qu'ils ont l'argent, ils détruisent beaucoup de choses. Donc on ne va pas continuer avec ce schéma-là. Pendant 60 ans, on a vu que tous les Katangais qui ont été élevés en dignité ont trahi. Donc 60 années d'expérience, c'est assez. Allons avec un schéma plus correct. Le leadership par le savoir. Le leadership par des consignes, par l'intelligence. C'est plus correct. Merci beaucoup.